The only alternative was these world music bands playing South American music and African music. I thought we've got our own indigenous ethnic folk music on our doorstep. The Irish diaspora in London, yeah? I just thought, well, if people are being ethnic, I might as well be my own ethnic. What you have, I'll have it. I have a pint with you, sir. And if one is doesn't order, say we take that off the loser. I've got a natural feel for that. You know, I was waiting for somebody else to do it, but nobody did, so I did it. It was really me, Jem and Spider who started the band, not just me. I'd known Spider for ages. You know, Jem came in on banjo. The idea was to give the tradition a kick in the arse. I like the idea of bringing the tradition into the 20th century and having a lot of it going on in London, because most of Ireland was in London. All the bars in Camden and Cricklewood and Kilburn had Irish bands on. How did that interplay between punk and Irish? Where did all that, you know? Well, Irish music is like punk, you know, it's earthy, it's human. Don't you know the word punk comes from the Irish word punkanach? No. And the word punkanach was a word used to describe Yanks. Yeah. There's a lot of Irish words in English. Yeah? The word galore Yeah. comes from the Irish. Whiskey galore. Yeah. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 13, épisode 21. Cette semaine d'émission tradition, coup de pied au cul, ivresse et romantisme. En images et en musique, En attendant Godard explore ce qu'il reste des mythes et des mots de l'Irlande, alors que nous entendons la sirène des docks et que nous voyons le pétrole mettre la nuit en feu. Bientôt, nous sentirons le printemps dans les fumées du vent de cette vieille ville de merde. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qu'elle est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, une émission un peu particulière, une émission spéciale, on pourrait dire, consacrée à un documentaire qui est sorti en fin d'année dernière en Angleterre, directement en streaming, du fait bien évidemment de la pandémie mondiale qui secoue en ce moment le Landerneau du cinéma, on va dire. Donc un documentaire qui n'est pas encore sorti chez nous, je crois, mais qui est disponible de toute façon en Angleterre sur le site officiel. Donc il s'agit de Crock of Gold, A Few Rounds with Shane McGowan, documentaire de Julian Temple, donc sorti début décembre dernier. Et comme son titre l'indique habilement, il est consacré à Shane McGowan qui a été pendant plusieurs années un des compositeurs principaux et le chanteur du groupe Les Pogues entre 1982 et 1992, avant qu'il ne se fasse renvoyer pour des raisons diverses et variées que nous allons voir tout à l'heure, même si après son départ, ils ont continué à faire 2 albums, 2 bons albums d'ailleurs. Le groupe s'est reformé en début des années 2000. Ils ont continué à tourner jusqu'en 2015, jusqu'à la mort de leur guitariste Philippe Chevron d'un cancer. Et donc, pourquoi parler de ce documentaire, outre qu'on aime bien parler musique et qu'on aime bien parler de documentaires de manière générale, eh bien c'est tout simplement Et on aime bien parler alcool. On aime bien parler alcool aussi, pour des raisons d'égo-trip personnelles, on va dire. C'est un groupe que j'aime énormément et j'aime beaucoup aussi la personnalité et la musique de Shane McGowan. Donc c'est un documentaire qui a été annoncé il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, et moi je l'attendais de manière assez fébrile, on va dire, et donc je suis très content de pouvoir en parler, donc je l'impose bien évidemment, car c'est moi le chef à mes petits camarades qui sont là autour de cette table. Il y a donc carrément Floret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a Dr Erwan. Bonsoir Docteur. Bonsoir. À la mise en son de cette émission, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Justine n'est pas des nôtres ce soir car elle a l'idée saugrenue d'aller voir ses parents dans la perspective éventuelle d'un reconfinement que l'on attend mais qui ne vient toujours pas. Voilà, Jean Castex nous fait des promesses, mais bon, tout ça c'est dramatique.
C'est plus belle la vie. Voilà, exactement, c'est ça. C'est Que plus va-t-il belle. se passer? C'est plus belle la vie. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc sur les semaines à venir, si on peut faire des émissions, hein, nous avons reçu plusieurs choses de différents éditeurs, notamment donc chez de nos copains de Spectrum Film. Nous avons reçu notamment le magnifique coffret King Ou, dont on reparlera dans les semaines à venir, quand on aura fait un petit peu circuler les films et cet énorme livret de 300 pages dans ce très bel objet. Il y a un autre film de Junito dont on a parlé la semaine dernière. Chez Le Chat qui fume sort La Traque de Serge Leroy et Possession de Andrei Zulawski, accompagné d'un livre écrit par François Co et Mathieu Rostac, une histoire orale d'Andrei Zulawski, donc dont on vous reparlera aussi prochainement. Chez Rimini, donc on en parlait la semaine dernière, sort Virus Cannibal de Bruno Mattei, dont on a très hâte de vous parler, car c'est un peu une des pièces maîtresses du cinéma d'horreur, on va dire. Et un film important pour la cinéphilie de tous les gens présents autour de cette table. Tout à fait. Sans doute un des points d'orgue de la carrière de Bruno Mattei. Voilà. C'est sans doute un cinéaste un peu mésestimé. Oui, c'est probablement. Peut-être à raison, mais. Probablement à raison, mais c'est peut-être son opus magnum, en tout cas, Virus Cannibal. Et le film qui aura, mine de rien, je pense, une certaine influence sur une certaine frange du cinéma, mine de rien. Et chez Carlotta, donc on en reparlera prochainement aussi, ils ont sorti 2 films de Francis Ford Coppola en DVD et Blu-ray. Donc il y a Peggy Sue s'est mariée et le moins connu Jardin de Pierre avec James Caan, notamment, notre film sur la guerre du Vietnam. Donc on en reparlera aussi prochainement. Dans les choses en ligne, dans les streams, il n'y a pas grand-chose qui est sorti, je crois, en tout cas pas des choses qui pourraient beaucoup nous intéresser. Mais heureusement que donc il y a de multiples éditeurs qui font encore de belles choses pour qu'on puisse en parler. Et en plus, en général, dans de très beaux objets et de très beaux coffrets. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter, messieurs, pendant que je bois mon café. Non, tout à fait d'accord. Effectivement, ça promet un joli programme pour les prochaines semaines. Voilà. Et ça permet de retarder l'émission Jean-Marie Poiré au maximum. Mais ne vous inquiétez pas. Même si je sais que tu n'oublieras pas. Oui, d'ici le mois de juin, il faudra bien qu'on y passe. Oui. Mais voilà. Non, mais je vois bien que tu essaies de nous endormir avec des jolies choses voilà, et tout ça. Et puis, mais c'est pour vous laisser le temps de revoir toute la filmographie de Jean-Marie Poiré. Le coup près va bientôt tomber. Quoi. Vous n'y échapperez pas. C'est un peu comme le confinement en fait. Je sais bien que ça va arriver, tu vois, mais je ne sais pas exactement quand. Et oui, c'est ça, c'est un peu surpris, c'est la semaine prochaine. Voilà, oui, il va falloir que je revoie Les Anges Gardiens. Je sais que ça va être difficile. J'ai le Blu-ray, si tu veux, tu sais que tu peux le revoir en HD. Mais je vais peut-être me faire une soirée avec un pote, en fait. Je vais te demander à être accompagné, peut-être. Moi, je viens comme vous voulez. Ah non, tu vas commenter. Tu vas pas arrêter de commenter. Mais non, je ne fais pas de commentaires. En général, je suis très réactif. Je ris parce que c'est drôle. Oui. Je suis émerveillé par les prouesses techniques. Voilà. Les cascades, tout ça. Et c'est ça, exactement, le montage. Le jeu d'acteur. Exactement. La courte focale. Oui, la courte focale, on en retrouve. Non, on n'avait pas commencé l'émission sur Jean-Marie Poiré. Ça sera pour une autre fois. On va passer à la section critique de cette émission. Et donc, on va partir du côté de ces pauvres paddies, nos camarades de l'Irlande. Et on va se mettre en jambe avec une petite chanson medley. Vous êtes toujours dans l'attendant Godard sur Syllab et donc c'était les Pogs avec la chanson Medley, extrait de leur 3e album If I Should Fall From Grace With God, et donc une chanson qui a été composée et réinterprétée par les Pogs et Shane McGowan, dont il va être question dans cette émission, donc à l'occasion de la sortie en fin d'année dernière d'un documentaire Crock of Gold, A Few Rounds with Shane McGowan, réalisé par Gian Temple, des documentaires sur le leader des Pogs. Il y en a eu plusieurs au fil de ces dernières années. Il y en avait notamment un en 2001 qui s'appelle If I Should Fall From Grace, The Shane McGowan Story, réalisé par Sarah Shawn en 2001, documentaire qui est plutôt pas trop mal d'ailleurs, qui est disponible sur YouTube en bonne qualité. Et en 97, un peu après la fin des Pogs, il y avait The Great Hunger, The Life and Song of Shane McGowan, réalisé par Mike Connolly. Pas mal aussi, plus un format télé. Mais donc là, c'est réalisé par un réalisateur de cinéma, en tout cas un habitué des grands barnums du rock'n'roll anglais notamment, puisqu'il a réalisé plusieurs documentaires sur les Sex Pistols, Gian Temple, 2 notamment en 77, The Great Rock'n'Roll Swindle, la grande escroquerie du rock'n'roll, qui mettait en scène dans un faux documentaire très fictionnalisé, donc la bande à Johnny Rotten, et suivi d'une quinzaine d'années plus tard de The Filth and the Fury. Mais il a aussi réalisé, il y a une quinzaine d'années, un documentaire sur Joe Strummer,
Turner, The Future is Unwritten, où il y avait justement aussi, pareil, je trouve, les mêmes petites scories de mise en scène qu'on pourra retrouver dans son documentaire sur Shane McGowan. Il y a quelques années, il avait réalisé un excellent documentaire sur le formidable groupe de pub, on peut dire, Dr. Feelgood, un très grand groupe de punk anglais. Mais au-delà de ça, il avait aussi réalisé plusieurs clips, notamment pour Blur, pour Neil Young, tout ça. Donc c'est Dépêche Mode aussi. Voilà, aussi Dépêche Mode. Donc c'est plutôt un familier du sujet. Il est de la même génération justement que la bande à Rotten, que les Pogs ou que tout ce genre de personnes. Ils ont traîné plus ou moins dans les mêmes milieux d'ailleurs. C'est pour ça que beaucoup de sa carrière de réalisateur s'intéresse à la musique de cette époque, on va dire de la fin des années 70, début des années 80. Donc là où la musique en Angleterre est très vive et très fertile dans tous ses courants, que ce soit on va dire dans le punk, le rock, après plus tard dans la new wave et on va dire dans des pendants plus ethniques entre guillemets, donc que ce soit toute la world music qui débarque en Angleterre ou après le retour vers un folklore soit gallois, soit écossais, soit d'Irlande, comme ça va être ce soir. Et donc le documentaire A Crock of Gold, donc sur Shane McGowan, c'est un film biographique de 2 heures, produit par le vieux copain de Shane McGowan, le gros Johnny Depp qu'on voit à plusieurs moments dans le documentaire, qui essaye de faire des blagues, mais ça fait pas rire Shane McGowan et trouve que ses questions sont un peu nulles. C'est assez drôle d'ailleurs de voir du coup. Parce que le principe du documentaire, donc c'est Shane McGowan qui est interrogé et qui va un petit peu raconter différentes étapes de sa vie, comme n'importe quel documentaire biographique, entrecoupé de nombreuses images d'archives et qui sont très impressionnantes, que ce soit des home movies, soit des bandes d'actualité, mais aussi des films de fiction. Il y a notamment des films de Ford qui sont cités dans le film. Et donc, il sera parfois interviewé par quelques-uns de ses copains célébrités. Donc, outre Fat Johnny Depp, il y a aussi le chanteur de Primal Scream, Bobby Gillespie, qui se fait renvoyer chier dès sa première question. C'est assez drôle d'ailleurs. Même si lui, en plus, Bobby n'a pas l'air en grosse forme non plus. Hein. Non. Tout le monde je pense que tout le monde est minimum à 2 grammes aussi ouais, dans les interviews. Tout le monde. Les filles ont l'air un peu plus sobres. Ouais, mais elles ont l'air, en tout cas, ou alors elles tiennent mieux. En tout cas, il y a beaucoup de verres de vin blanc qui tournent. Hein. Ouais, c'est bon. Si, il y a le gars du Sinn Féin aussi, oui, voilà, Jerry Adams, qui lui est sérieux. Quoi, voilà. Donc oui, parce que ça on en parlera, mais le Sinn Féin, donc c'est la branche politique de l'IRA, on va dire, qui avait des représentants plus tard au Parlement britannique, et donc qui est aussi un vieux camarade de route et presque de lutte, on peut dire, de Shane McGowan sur les questions politiques dont on reviendra tout à l'heure, car c'est un des caractères importants du groupe les Pogs, qui est un groupe qui a eu, mine de rien, une influence très très importante, à la fois dans la musique en Angleterre, en Irlande, mais aussi un genre de retentissement au-delà des frontières du Royaume-Uni, puisque donc, il y a eu un grand succès en France, aux USA, mais aussi au Japon, par exemple, où ils ont fait plusieurs tournées à la fin des années 80 qui ont été de véritables triomphes, et l'avènement des Pogs, on va dire, a ramené sur le devant de la scène une musique traditionnelle et puis folklorique qui serait propre à l'Irlande, qui avait un peu tendance à tomber en désuétude, et ça a beaucoup contribué à la reconnaissance de l'Irlande comme véritable nation et puis véritable État. Évidemment, sur les questions de guerre entre l'Irlande du Sud et puis l'Irlande du Nord dans les années 70 et 1980, dont les tensions continuent encore de nos jours d'ailleurs. Et donc, le petit Shane McGowan, c'est un jeune homme qui est né en 1957 dans le Kent. Donc, il est né au sud de Londres, et très vite, ses parents redéménagent en Irlande, là d'où est originaire leur famille. Donc, à Tipperary, qui est un peu au milieu de nulle part. Ça sera à mi-chemin entre Limerick et puis Cork, s'il y en a qui ont la carte de l'Irlande en tête. Donc, c'est-à-dire vraiment paumé en plein milieu de la campagne. Et donc, le documentaire, dans, on va dire, quasiment ces 45 premières minutes, va s'attarder justement sur la jeunesse de Shane McGowan dans cet environnement assez particulier où les tensions sont encore très fortes avec les Anglais. C'est même plus qu'un ressentiment, hein, c'est vraiment une certaine haine et un mépris pour ceux que l'on qualifie quand même toujours, chez les gens bien nés, d'enculés d'anglais, hein, quand même principalement. Et il y a toujours cette haine des roast beef qui est bien compréhensible. Hein. Nous-mêmes, nous les comprenons bien, parce que on aime bien les Anglais, mais c'est quand même des sacrés bâtards. Et donc, il va grandir dans cet environnement familial-là, où beaucoup ont participé à la guerre d'indépendance entre l'Irlande et l'Angleterre entre 1919 et 1921, ce qu'on appelle la Tan War. Donc, beaucoup de membres de sa famille
auront participé à ça. Il y aura toujours beaucoup de rancœur, beaucoup de ressentiment. Et il y avait toujours aussi ce mépris souverain des Anglais pour les Irlandais qui ont quand même essayé plus ou moins de les génocider dans ce qu'on a appelé au milieu du 19e siècle la Grande Famine, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'Irlandais qui ont immigré après aux USA et qui ont fait la diaspora Irish aux USA et notamment à New York et puis Boston, dont on voit après la trace dans plusieurs films à Hollywood, que ce soit notamment dans les films de Ford ou même des films plus récents. Et donc la jeunesse de McGowan, il va beaucoup revenir sur l'influence et l'importance du folklore culturel et musical de l'Irlande dans sa propre formation, mais il y aura aussi il y aura à la fois un background politique et un background religieux qui va être très important dans sa formation en tant que personne, bien évidemment, mais aussi en tant qu'artiste, puisque ça va influer sur toute la manière dont il va écrire à la fois sa musique et puis ses paroles, qui auront toujours une connotation politique, sociale et pas forcément religieuse, mais en tout cas spirituelle, ce qu'on retrouvera jusque dans tous ces albums avec les Pogues, même si ça partait plus justement du côté de l'Asie pour quitter le folklore purement Irish. Thibaut. Alors, par où commencer parce que ce documentaire et du moins ce portrait est extrêmement foisonnant, riche. Tu le disais Thomas, avec un travail d'archive, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, comment l'archive est mal axée en fait, pour mieux cerner et pour dépasser du coup le cadre du biopic, on va dire standard. Promo quoi. Mais oui, voilà. Mais on pourra, ça sera également l'occasion un petit peu de comparer avec d'autres biopics documentaires qu'on a pu critiquer récemment dans l'émission. Mais par où commencer? En fait, par peut-être la personnalité de Julian Temple vite fait, parce qu'il me semble que Shane McGowan et Julian Temple étaient faits pour se rencontrer autour d'une caméra et autour d'un film de cinéma, dans le sens où, donc du coup, tu le disais en intro, Julian Temple a filmé les Pistols, a filmé les Clash, et quand on connaît l'importance qu'ont eu les Pistols dans tout l'avènement d'une certaine musique énervée en Angleterre, puis l'importance bien entendu des Clash, et notamment de la figure de Joe Strummer, qui était pote avec les Pogues, qu'on voit... Qui a produit un de leurs albums, qui a produit le 5e album et qui a remplacé McGowan pendant 2 ans. Et qu'on voit dans différents lives, ici ou là, on voit Joe prendre la guitare et prendre le chant en leur compagnie. Donc du coup, il y a une espèce de continuité en fait dans le travail de Julian Temple. De filiation. Oui, exactement, de filiation. C'est en fait comme si ces trois groupes-là étaient finalement un petit peu faisaient partie, on va dire, de la même famille, qui étaient différentes branches d'une même étoile. Et cette étoile, c'est quoi? C'est l'étoile, bien entendu, du rock'n'roll. Punk. Et du punk, notamment. Et en fait, s'il faut partir de quelque chose, en fait, c'est, bien entendu, de se rendre compte, en fait, de toute la puissance musicale des Pogues, toute la puissance parolière de Shane McGowan. Et je pense que le film fait 2 heures bien tapées. On est sur 2:10, me semble-t-il. Ouais. Et en fait, on voit très très bien la folie que dégageait ce groupe-là, que ce soit en concert, que ce soit dans les différentes émissions télé où le groupe était amené à jouer. Et en fait, c'est ça. D'abord, c'est ce groupe-là, au lieu, bien entendu, il fait une musique absolument fabuleuse. Hein, je ne saurais que conseiller les auditeurs à écouter ce groupe merveilleux. Donc, je te rejoins totalement, Thomas. Mais c'est de voir un petit peu cette folie que dégageait ce groupe-là en live, où on voit des scènes de liesse, de pogo, où ça saute dans tous les sens. Il y a une bonne humeur absolument contagieuse. Ça donne bien entendu, et en ces temps-là, c'est extrêmement difficile, mais ça donne bien entendu d'aller se prendre une grosse pinte au bar et d'aller chanter à tue-tête avec ses copains et ses copines devant de la bonne musique live. Et au moins, ce film-là fait du bien en 2021. C'est qu'il il permet de dire qu'en fait, la musique live, c'est extrêmement important dans nos vies. C'est extrêmement important en termes de ressenti, en termes d'émotion, parce que le film, bien entendu, est extrêmement introspectif, mais il nous rappelle aussi que la musique, c'est également de la politique. Et là, on aura bien entendu l'occasion et du partage, revenir. justement. Et du partage. Sur la question des concerts, et donc de la musique. Et putain, une bonne grosse pinte au bar, quoi. Ah ouais, parce qu'en plus, c'était un pur groupe de live où
tout, mais strictement tous les mecs jouaient tous comme des brutes, quoi. Et c'est ça que c'était assez impressionnant. Et de toute façon, sur la question de la politique, hein, vous inquiétez pas, je comptais bien y revenir parce que c'est souvent une dimension des Pogues dont on a un peu trop tendance à la sous-estimer, alors que c'est pourtant une partie prenante et très importante de leur musique et de la manière dont est-ce qu'ils pouvaient l'envisager. Parce que nous, justement, sur la question de la politique, et je parlais de ces enculés d'anglais, sur la question de la grande famine, tout ça, donc c'est quelque chose qui va vraiment l'imprégner. Et du fait de, quand il est jeune, avant que sa famille ne parte en Angleterre, vivre dans la banlieue de Londres quand il a entre 10 et puis 13 ans, donc lui, il va s'intéresser quand même, du coup, plutôt qu'à des auteurs anglais, aux grands auteurs de son pays. Il y aura notamment Flann O'Brien, il y aura James Stephens, il y aura Graham Greene, il y aura James Clarence Morgan, qui sont des grands auteurs qui écrivaient soit en langue anglaise, soit en gaélique, que lui va apprendre, que lui va travailler sur toute la question de la guerre d'indépendance, justement. Il va vouloir creuser toutes ces questions-là, et le seul auteur vraiment britannique en fait qui trouve grâce à ses yeux, c'est pas Yeats qu'il appelle un wanker et un genre de gros trou du cul, mais ce serait plutôt James Joyce avec son Ulysse, qui va vraiment le marquer, parce que Joyce justement était plutôt contre l'establishment culturel anglais, et avec Ulysse, qui, il est vrai, en tout cas à lire en VO, est un bouquin qui est très très compliqué, surtout pour nous les Français, parce que... Il y a pire. Oui, il y a pire. Il y a Finnegan's Wake. Ouais, il y a Finnegan's Wake. Et que c'est de là où justement il va retriturer la langue anglaise, il va la retravailler, la remodeler à sa façon, inventer un nouveau vocabulaire, une nouvelle manière de dire les choses, qui était un truc qui est passionnant à lire, mais qui est quand même très très ardu. Et effectivement, on peut voir dans les bouquins de Joyce les choses qui vont intéresser McGowan justement sur cette manière de plier la langue à sa propre volonté, et en fait à sa volonté discursive, on va dire. C'est ce qu'on retrouve un peu dans ces textes, docteur. Je pense que c'est ça aussi. Hein. Enfin, moi, j'ai l'impression aussi que c'est un peu ça qui intéresse Julian Temple, parce qu'il a, bon, je ne sais plus si on l'a dit, mais il a bossé avec Bowie aussi sur Absolute Beginners. C'est d'une part cette scène de la fin des années 70, début des années 80, qui est un peu le dernier soubresaut d'une période hyper créative, enfin de 20 ans d'hyper-créativité musicale. Juste avant les grands Barnum du rock'n'roll. Et peut-être les derniers artistes finalement à être des artistes qui deviennent des stars grâce au public et pas grâce aux médias. Et même parfois même plutôt contre les médias d'ailleurs, qui pourtant se nourrissaient largement de l'effet de scandale que pouvaient provoquer les Sex Pistols, les Clash ou d'autres groupes. Mais c'est intéressant aussi, c'est que il y a quand même un trait commun qui se détache, et je trouve que Julian Temple montre ça assez bien dans ses films. C'est que tous ces personnages, que ça soit Joe Strummer, que ça soit Sean McGowan, que ça soit Johnny Rotten, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est pas vraiment des prolétaires. C'est des mecs qui sont entre deux eaux. C'est-à-dire, c'est des mecs qui ont une expérience de la vie de prolétaire, mais c'est des mecs qui viennent tous d'un milieu, on va dire peut-être pas bourgeois, mais en tout cas d'un milieu éduqué. Joe Strummer, c'est quand même le fils d'un diplomate anglais. Voilà, donc c'est Sean McGowan, ses parents, c'est pas des. Même s'il vit dans une ferme en Irlande sans électricité, je dirais son enfance, c'est une espèce d'enfance, on a l'impression d'une espèce d'enfance rurale, mais ses parents, c'est pas du tout. C'est des cadres moyens, voilà, des ingénieurs. C'est des gens qui sont. Non, même plus que ça, apparemment, puisque le père, apparemment, était quelqu'un qui réussissait pas mal, qui bossait, voilà. Dans les maths. Voilà, qui bossait dans les maths. Enfin voilà, on est chez des universitaires quand même, voilà, avec effectivement certes des racines rurales très très fortes, mais voilà, je trouve qu'il y a ce point-là, il y a ce point commun, et je trouve que c'est ça aussi peut-être qui fait que ces mecs-là arrivent à se détacher justement du commun. En fait, c'est que quand bien même ils feraient du punk, ils le font avec un sens de la poésie qui n'est pas un sens de la poésie qui est inné, mais qui est un sens de la poésie qui vient aussi d'un environnement, alors à la fois culturel, effectivement la musique irlandaise pour Sean McGowan, enfin voilà, mais qui est aussi ou le rock'n'roll pour Joe Strummer, mais voilà, mais qui est aussi un environnement littéraire, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un rapport à la littérature, et je pense que ça, j'ai l'impression que c'est un truc qui est assez britannique. Ouais. Cette espèce d'idée que même quand on est un paddy, quoi, justement, voilà, ou qu'on est un cockney, ben finalement. Si on veut se détacher du lot sur le plan artistique, au bout d'un moment, il faut avoir une certaine... Tu vois, mais les Beatles, quelque part, c'est pareil. Il faut avoir une espèce de... Au bout d'un moment, tu as finalement cette espèce de culture anglo-saxonne que tu détestes quelque part et qui en même temps te nourrit. Mais c'est ce que dit McGowan, on est un peuple de lettrés alors qu'on est presque tous des illettrés. Exactement, et c'est ça qui est assez passionnant d'ailleurs, et c'est ce qui fait, moi je trouve, c'est ce qui donne beaucoup de poésie finalement dans les paroles de Sean McGowan, mais qu'on retrouve chez les Clash aussi, cette manière ce sens de l'écriture des chansons, il est... Le sens de la formule. Voilà, et c'est là que Julian Temple arrive à tracer un trait, moi, que je trouve toujours assez fascinant, entre le punk et
je veux dire, les musiques qui ont précédé, que finalement la musique irlandaise, je veux dire, et le punk et les Pogues en sont la démonstration, c'est pas du tout antinomique. Il y aurait pas d'un côté de la musique traditionnelle, de l'autre côté de la musique moderne, mais il y a une espèce d'esprit commun qui traverse complètement les styles musicaux et qui les fait passer de l'un à l'autre. Mais c'est ce que dit McGowan, les ponts entre le folk et puis le punk, finalement, c'est juste la même chose, sauf qu'il y en a un qui est joué un peu plus vite, mais c'est la même chose. Ça vient des gens, c'est des trucs un peu graves, un peu profonds, et surtout qui sont pétris d'une énergie qu'on retrouve dans très très peu de musique. Et d'une énergie politique, et c'est marrant parce que ça rejoint complètement ce qui s'est passé aux États-Unis avec la folk. Le protest-son, avec années les protest-sons, 60. de la folk, et où on se retrouve à la fin avec des Johnny Cash qui font des tournées en prison, avec des groupes de rock qui deviennent des groupes beaucoup plus politiques en termes de. Et puis toute la musique noire américaine qui, elle, après, dans en le plus, hip-hop, qui va avoir, pas que dans le hip-hop, dans la soul, dans le jazz, et ça dès les années 40-50. Enfin voilà, et c'est marrant de voir comment finalement ce qu'on associe à la rébellion en musique, c'est souvent moins. Avec le temps qui passe, en fait, on se rend compte que c'est moins cette espèce de rébellion de la jeunesse. C'est pas l'attitude. Voilà, cette espèce de truc qui relèverait de l'unique posture, en fait, mais que non, en fait, c'est pas pour rien que ces mecs-là sont encore connus aujourd'hui, quoi. C'est que c'est pas simplement parce que c'est des icônes, quoi. C'est aussi parce que derrière, il y a de la vraie musique, en fait, et ces mecs-là sont l'équivalent britannique de ce qui a pu se passer dans les années 50 aux États-Unis, quoi. Cette espèce de jonction qui est entre musique populaire, musique savante et puis discours politique. Voilà. Pour rebondir sur ce que dit Erwan sur un petit peu cette capacité qu'a ce portrait à dépasser en fait sa propre condition, il me semble que au travers donc d'incroyables images d'archives, aussi d'images, on va dire fictionnalisées. Ouais, qui sont pas toutes heureuses. Je pense notamment au passage en cinéma d'animation ou des trucs avec des petits farfadets, c'est pas forcément les meilleurs. Alors que les scènes justement où c'est plutôt il filme un McGowan jeune qui se bat dans la campagne, là c'est un peu plus réussi quand même. C'est plus intéressant. Un petit peu malicane, mais il me semble qu'à ce niveau-là, il veut dépasser. Dès qu'on touche des blés, tout de suite. Oui, et puis dès qu'on filme des arbres. Voilà. Mais il me semble que du coup, il veut dépasser la propre figure de Shane McGowan pour arriver à une espèce de triple question. Qui est extrêmement intéressante. La première question, c'est quoi être irlandais ? Alors là, c'est extrêmement bien mis en exergue du coup par le discours de McGowan qui revient sur son parcours. Alors que c'est quand même pas facile justement de circonscrire parce que toute l'identité d'Irlande au cours du XXe siècle a été quand même. Et puis c'est compliqué pour le moins. Et puis c'est pas forcément évident pour un public français parce que c'est une histoire qu'on connaît relativement mal et surtout on mesure mal l'importance que ça a dans l'inconscient collectif, notamment en République d'Irlande, quoi. Parce que les seules références qu'on aurait en France, c'est les films de Ken Loach et puis la chanson de U2, quoi. Sunday Bloody Sunday, quoi. Donc ça fera un peu limité. Il y a quand même Jim Sheridan, qui a quand même un peu œuvré aussi de son côté. Je vulgarise. Voilà, il y a quand même. Non, il y a plusieurs choses. Mais ça va aussi avec, moi je trouve, cette espèce d'hyper subjectivité par rapport à ses propres origines. Ça va aussi avec moi ce qui m'a toujours un peu dérangé. Moi je suis sans doute un peu moins anti-britannique que toi, même si effectivement les Britanniques sont comportés comme des colons, je veux dire, ils ont, un peu partout, mais particulièrement en Irlande parce qu'il y avait une vraie xénophobie vis-à-vis des Irlandais parce qu'ils étaient catholiques. Des salopards de papistes, quoi. Voilà. Mais c'est surtout le truc, c'est que évidemment ça je trouve et finalement le documentaire s'appesantit pas là-dessus non plus, et je comprends moi que Sean McGowan il ait pas envie de le faire, mais c'est que ça s'appesantit pas non plus sur le côté extrêmement conservateur de cette société irlandaise, qui est quand même pétrie de religion, avec quand même, alors effectivement avec ce côté très paradoxal qu'on voit dans l'enfance de Sean McGowan, qui d'un côté on te bourre le crâne avec les évangiles, et en même temps on le fait en te servant des coups à boire, quoi. Pour te bourrer la gueule, quoi. Tu vois, du poitin qui est un alcool très très fort qui fait là-bas. Et c'est vrai que cette espèce de, et tu vois bien, et moi je trouve que c'est ça aussi, tu vois bien, c'est Sean McGowan, cette espèce de spécificité effectivement de la culture irlandaise, espèce de paradoxe, mais qui finalement, où on a l'impression qu'en fait que l'Irlande c'est vraiment une culture catholique, mais plus. C'est-à-dire que tout est plus, quoi. Je veux dire, il y a le côté quand on aime l'alcool comme en France dans les pays catholiques ou en Italie, tu vois, on va avoir un rapport au vin qui est très lié à mon avis à la religion. Et sauf que là on va beaucoup plus loin, quoi. Je veux dire dans la musique est jouée plus forte, on boit plus, on fume plus, la fête c'est plus la fête, voilà. Je veux dire, et en même temps la religion c'est là aussi, la croyance c'est une vraie croyance beaucoup plus forte, enfin c'est la violence également
va être plus forte. Enfin voilà, on sent que l'enfance de Sean McGowan, autour de lui, il y a quand même des gens assez bourrus, quoi. Enfin voilà, c'est et en même temps, il y a cette espèce de souvenir, voilà, cette espèce de souvenir proustien d'une espèce d'Éden en fait. Et là, On allait courir dans les champs. Et là, je trouve que ça montre très bien ça illustre très bien l'idée du déracinement. Comment ce mec, en fait, dans son enfance, va être traumatisé par une image de l'Irlande qui est une image idyllique de l'Irlande. Et il va se retrouver en Angleterre après, et forcément, et comme beaucoup d'Irlandais, sa détestation de l'Angleterre provient aussi du sentiment du paradis perdu, qui est aussi un truc très catholique. Voilà, quand même, parce que justement, il passe de la campagne de l'Irlande à la banlieue de Londres, qui commence à construire des grands buildings, qui est le hyper quartier où glauque. il vit, c'est bien glauque. Ouais, c'est bien glauque, où sa mère se tape une dépression nerveuse. Lui aussi, très peu de temps après, il passera quelques mois en asile psychiatrique justement à cause de ça, parce qu'il fait un genre de nervous breakdown. Et c'est l'arrivée à Londres justement qui va un peu forger son amour-haine qu'il aura pour Londres, notamment, qu'il va chanter dans plusieurs chansons, mais aussi une sorte de fascination, parce que à la fin des années 70, en 76, c'est justement l'arrivée du punk, on en parlait, et là il dit qu'il a véritablement réussi à trouver une tribu auquel il pouvait, on va dire, se sentir concerné, et là ça va être pour lui un choc et puis une révélation. Et c'est sa sœur, à un moment, qui dit ça dans le documentaire, le punk lui a sauvé la vie, parce que grâce à ça il a pu en fait trouver la voie qu'il voulait, qui était à la fois dans un truc hyper provoquant en termes de look, en termes d'attitude, dans les bagarres, dans les bastons, mais en même temps une véritable tribu et un état d'esprit, on va dire, qui lui ressemblait vraiment, quoi. Un truc très violent qui était très vindicatif, mais qui en même temps était rempli de moments de poésie incroyables. Faut rappeler que malgré le glauque. Le Royaume-Uni, dans les années 70, c'est Thatcher. Enfin voilà, on est quand même dans une période où le Royaume-Uni est encore un pays extrêmement coincé, que ça soit au niveau des mœurs, que ça soit au niveau politique, malgré qu'il y ait des vrais mouvements de contestation politique, avec les grèves de mineurs, avec toute la guerre en Irlande du Nord. Enfin, et puis c'est vrai que ça aussi c'est montré dans le documentaire. C'est une période qui est hyper anxiogène. Avec beaucoup d'attentats sur le sol anglais, et donc une espèce de tension comme ça avec les Irlandais et en fait on sent bien que le punk c'est pas simplement justement Sean McGowan, il y a une espèce de catharsis en fait qui se fait véritablement par le punk, c'est-à-dire cette espèce de tension politico-culturelle en fait qu'il subit en fait depuis qu'il est adolescent, et qui trouve son accomplissement justement dans cette et qui à mon avis est à la source de l'énergie de ce qu'on va trouver dans les Pogues ensuite, quoi. C'est-à-dire cette espèce de colère, de colère rentrée en fait, qu'il n'arrivait pas à exprimer, et qui était liée à la fois au déracinement et en même temps, je pense, à l'ambiance, quoi. Je veux dire, une espèce d'ambiance coincée, de se sentir pas à sa place. Une chape de plomb, plus les Irlandais, quand lui était à l'école, il se faisait tabasser justement parce qu'il pensait que c'était des débiles, et puis ce genre de choses, quoi. Oui, Thibaut. Pour revenir là sur ma triple question, donc là, il y avait bien entendu c'est quoi être irlandais, donc le doc là a bien résumé la question en termes de dépassement de fonction en fait du documentaire. Et puis il y avait une autre question un petit peu plus, tu as un petit peu répondu à ça également, mais un petit peu plus, pas rigolote, même ça peut être dramatique. C'est quoi avoir un rapport très fort à l'alcool? C'est quoi être alcoolique? C'est quoi être alcoolique? Soyons francs. C'est vrai que c'est une des grandes questions du film. C'est est-ce qu'on peut être alcoolique et assumer? Voilà, donc ça c'est oui. Ça reste assez passionnant, parce que là on rentre vraiment dans les limbes de la condition humaine, donc c'est assez fascinant. Et puis dernière question, il a beaucoup de documentaires en parlent. C'est quoi être une rockstar? Et je pense que c'est la dernière séquence qui nous répond, quand on voit Sinéad O'Connor, quand on voit bien entendu Joe Strummer arriver, quand on voit Nick Cave, et quand on voit en fait l'amour. C'était le concert pour les 60 ans de McGowan. L'amour que reçoit Sean McGowan, l'amour que le public donne avec ce joyeux anniversaire qui est chanté à l'unisson, l'amour des autres artistes. Le président d'Irlande. Donc, et ça reste absolument fascinant. C'est une question, bien entendu, qui a été maintes fois posée dans le documentaire musical. Don't Look Back sur Bob Dylan ne parle que de ça, finalement. Donc si on veut mettre un petit peu le film dans une perspective, on va dire, du documentaire musical. Mais voilà, le film dépasse sa propre condition pour aller vers autre part, pour questionner un petit peu vraiment la nature humaine, et questionne également le matériau cinématographique. Le matériau, c'est quoi un documentaire, un portrait musical?
via l'utilisation, comme tu disais Thomas, de petites séquences d'animation, via des séquences fictionnalisées, via bien entendu un incroyable travail d'archives, des home movies bien entendu, Après, je pense aussi des vues d'actualité qui sont exceptionnelles. Vu que Temple a quand même pas mal filmé ça à l'époque, je pense qu'il y a aussi pas mal de ses propres archives à lui, notamment pour les concerts des Pistols, là, et puis toute la scène punk. D'archives audio aussi, Ouais. d'interviews, parce que j'ai l'impression que les interviews sont pas du tout faites. Non, au il même y âge. en a justement certaines qui sont extraites du documentaire de 2001, If I Should Fall From Grace, ou genre de choses. Et vu qu'il y a pas mal d'entretiens aussi à la télé durant toute sa carrière, il y a pas mal de. C'est ça qui est hyper important dans le travail de l'archive. Il y a un gros le générique de fin, de toute façon. Oui. Quand même, Alors la question de l'image animée dans le documentaire musical, on l'avait déjà vu récemment dans Montage of Fake, le documentaire qui était consacré à Kurt Cobain. Je l'appelle Kurt parce que c'est un copain. Il y avait ça aussi dans le documentaire sur les frères Gallagher. Et dans Supersonic. je voulais y revenir là-dessus par rapport à Supersonic. Il y a ça aussi dans le documentaire sur Graham Chapman des Monty Python, qui oui, est un documentaire entièrement en animation. Ouais, mais c'est plus logique, ça, à la limite. Qui est l'adaptation de son livre. Cette question de l'image animée dans le documentaire musical, finalement, j'ai envie de dire que c'est dans l'air du temps parce qu'on la voit récemment. Mais là, ce qui est intéressant, c'est un petit peu comment l'archive va être mise en scène dans un propre film qui se veut témoignage d'archives. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas. On avait chroniqué également un documentaire, un autre portrait musical, c'était le Gimme Danger de Jim Jarmusch sur la figure de Iggy and the Stooges. Plus sur Iggy d'ailleurs. Mais plus sur Iggy, ce qui était d'ailleurs un problème. Ouais. Ce qui est d'ailleurs un véritable problème. Et en fait, par exemple, si on prend le film de Jarmusch, on était sur quelque chose d'extrêmement linéaire, pour ne pas dire simple, basique, pour paraphraser Orelsan. Mais en fait, on était sur quelque chose. Les interviews étaient là, images d'archives, quelque chose d'extrêmement simpliste, et on va dire télévisuel presque. Télévisuel, hagiographique, en mode presse junket, en gros. Et révisionniste. En gros, on se foulait pas trop du côté de Jim Jarmusch. D'ailleurs, c'est d'ailleurs hyper paradoxal qu'un formaliste comme Jarmusch se complaît à autant de facilité. Mais bref, passons, on en avait parlé à l'occasion. Et ici, l'archive est mise en scène, c'est-à-dire que la documentation audio notamment, où il y a par exemple des gros plans sur le dictaphone avec l'archive audio et Shane qui réécoute ce qu'il disait à l'époque. Et puis il y a tout un montage des archives audio, c'est-à-dire que parfois il y a des phrases qui se coupent et on entend la reprise où on sent qu'à mon avis ils ont dû avoir pas mal de discussions en fait juste par audio, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont sans vidéo. Et il y a dû avoir pas mal de discussions par audio, et en fait tu sens qu'ils sont revenus avec Temple, ils sont revenus plusieurs fois sur le même sujet, donc ils utilisent des pistes assez différentes. Je me suis demandé aussi d'ailleurs, alors moi je suis pas sûr de moi, mais je me suis demandé si dans certaines prises live ils les doublaient pas avec la prise studio. Si. Enfin, ou alors avec la prise d'autres lives, justement. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, parce qu'il y a certains morceaux qui sonnaient, je me dis, putain, mais c'est la version d'album. Parce que je connais pas bien l'époque, mais je me souviens, voilà, j'ai eu même ma mère avait un best-of pendant toute mon adolescence, donc j'ai beaucoup écouté les best-of. Donc les chansons du best-of, je les connais bien. Quoi. Mais c'est ce que dit McGowan juste quand on défile le générique de fin, il fait de toute façon, si le film est raté ou que les choix sont mauvais, ça sera la faute de Julian. Hein. Voilà. Mais au moins, il y a un vrai travail de malaxage de l'archive, et c'est ça qui rend le truc intéressant. C'est la partie la plus intéressante. Qui rend le truc extrêmement intéressant. Oui. Moi, je suis un peu plus réservé sur déjà sur les trucs de fictionnalisation, les flashbacks, tout ça. Moi, je suis un peu plus réservé là-dessus. Je suis aussi un peu plus réservé finalement sur les dispositifs d'interview récentes. Moi, je me suis demandé à un moment, je me suis dit, mais en fait, le film pourrait faire sauter les interviews avec Johnny Depp, avec sa femme, etc. Même avec Jerry Adams, qui je trouve apporte pas grand chose en fait en termes sinon de voir le corps, de voir des vedettes, mais bon, puis de voir le corps de Sean McGowan. Ce qui, à mon avis, ce qui est le plus intéressant dans ces interviews, c'est de voir son corps, de voir le rapport entre ses yeux et son corps qui est de plus en plus immobile, et ses yeux qui restent quand même, moi je trouve, assez vifs malgré tout, malgré l'éthylisme. Et je me suis demandé, mais en fait, pourquoi est-ce que Julian Temple n'est pas parti justement sur cette espèce de collage, de documentaire collage, d'images d'archives, de trucs audio. Pourquoi? Et je me suis dit, mais en fait, le film pourrait faire une demi-heure de moins, je pense qu'il fonctionnerait quand même. Et en fait, je pense que son amour pour Sean McGowan déborde. Ouais, mais c'était un peu un truc qu'on trouvait aussi dans le Joe Strummer et dans The Thief and the Fury, c'est-à-dire quelque part, il a du mal à renoncer, ou en tout cas, il a envie de participer à un processus d'iconisation. Et tu sens bien ça dans cette manière de recréer le passé, cette manière d'utiliser l'animation. Tu sens bien qu'il a envie de placer ces mecs-là dans un truc de pop culture beaucoup plus vaste que la simple musique populaire, quoi. Et je trouve qu'il y a c'est tout à fait sincère, donc je peux pas dire que ça me côté gêne peut-être ça. justement pas un peu esthétiquement, un peu fan, ou bien
je trouve que ça marche moins bien. Admirateur qui du coup va prendre parfois un peu le pas sur le cinéaste. Et je trouve qu'il y a des moments, moi j'ai trouvé un peu les moments avec Johnny Depp. Bon, est-ce que ça m'intéresse tant que ça de voir Johnny Depp se cuiter avec Sean McGowan? Pas sûr, tu vois. Enfin voilà. Donc j'avoue que j'étais un peu plus réservé. Je trouve que toutes les parties archives m'ont vraiment intéressé. Mais c'est vrai que une simple interview de Gillian Temple en fait en vidéo avec Sean McGowan m'aurait suffi, moi, plutôt que de multiplier comme ça les intervieweurs. Moi, je trouve que c'est plutôt louable, il me semble, de la part de Temple, dans le sens où donc là, à ce niveau-là, donc on voit Bobby Gillespie, on voit Johnny Depp pour les figures les plus connues. Mais en fait, du coup, il y a un rapport, il y a un champ contre champ, il y a une Gillian Temple utilise différentes échelles de plans. Alors, il me semble que c'est pour recréer une humanité et puis pour se démarquer franchement du documentaire musical classique, ce qu'il a toujours fait, parce que si on regarde sur les Sex Pistols, on est plutôt limite sur un documentaire quasi, et même sur The Future Isn't Written, c'était la même chose. Alors il me semble que c'est pour insérer, bien entendu, comme tu dis, Sean McGowan, comme il avait fait pour Joe Strummer, dans une espèce de grand tout. Limite un grand tout céleste à ce niveau-là, parce que mais dans le doc sur Strummer, ça marchait pas tout le temps non plus, genre les scènes au coin du feu où tu vois Bono qui pérore et tout, t'étais là, putain, c'est quand même gênant, d'une parce que Bono n'a rien à raconter, et puis les mises en scène c'est un peu tard. Ouais, c'est ça. Il y a un petit côté vautour. Ouais, c'est ça. Il y a des mecs sensu, je suis là. Il y a des mecs plutôt. Ouais, moi aussi je suis rock'n'roll, mais je suis Bono. M'oubliez pas, j'ai été important. Oui, non, mais on s'en fout. Bono continue, va porter des sacs de riz en Afrique. Mais dans la forme documentaire, en plus, mais il y avait la même logique, en fait, du coup, dans The Future Isn't Written avec la figure de Bono. Moi, j'aime bien les premiers albums de U2. Voilà. Le problème, c'est pas Bono dans YouTube, c'est Bono maintenant. Oui, mais il y avait la même logique. En fait, je pense qu'il n'a pas accepté l'idée qu'il est moins important que tous ces types-là, qu'il est moins important que Nick Cave, qu'il est moins important, tu vois, qu'il a moins de personnalité, et que finalement il restera moins. Aujourd'hui, qui écoute YouTube sauf par nostalgie des années 80? Sur RTL2, c'est la musique RTL2. Mais voilà, il y a la volonté d'insérer, en fait, de faire, comme je disais, cette étoile, une espèce de filiation. Je pense qu'il y a ce côté-là, en fait, de dépasser, d'insérer tous ces gens-là, une espèce de grand tout dans cette grande étoile du rock'n'roll. De trucs de pop culture, vraiment, de pop culture, de mélanger littérature, musique, BD, animation. Est-ce que le film pourrait faire une demi-heure de plus et qui fonctionnerait? Oui. Enfin, une demi-heure de moins. De moins, pardon, et qui fonctionnerait. Oui, bien entendu, mais je pense que il y a vraiment une volonté de Temple d'aller ailleurs que dans le truc télévisé. Après, dans les documentaires sur les Gallagher, où tu avais un documentaire il y a 5-8 ans sur Amy Winehouse, qui était que des images d'archives, avec que des entretiens audio, justement, et ça fonctionnait aussi hyper bien, justement parce qu'on ne s'en raccrochait pas au physique des gens qui parlaient, ou bien juste à leur persona, mais c'était que un montage d'archives. Je reconnais que la valeur principale de ces interviews n'est pas, à mon avis, pas dans le propos, mais elle est dans le fait de voir Sean McGowan avec le mélange de choses qui sont parfois c'est pathétique, moi je trouve. Parce qu'il est très fatigué, parce qu'il est malade depuis plusieurs années, parce qu'il est cloué sur une chaise roulante depuis 5 ans, comme il s'est pété le pelvis. Et en même temps avec, je trouve, une étincelle dans le regard. Et puis avec un côté survivant qui est assez, qui est assez touchant. Mais c'est curieux de le regarder, parce que moi ça faisait longtemps que j'avais pas vu Sean McGowan en vrai, donc moi je savais pas qu'il était paralysé, qu'il pouvait plus marcher. Et c'est vrai que c'est à la fois triste et en même temps quelque part rassurant de voir qu'il n'est pas complètement, justement, qu'il a encore effectivement qu'il y a encore cette étincelle, mais Temple le swing en plus pas mal, parce que souvent quand il est filmé, il est quand même filmé dans une lumière assez blafarde qui renforce son teint un peu malade, quoi. Oui, bien sûr, je pense que Temple et je pense même que lui-même, Sean McGowan, en rajoute, à mon avis, pour qu'on lui foute la paix, je pense, dans le genre vieux malade, je pense. Oui, il dit beaucoup fuck off quand même. Mais c'est vrai que les interviews, j'avoue que c'est cette espèce de mélange d'intervieweurs, de trucs que j'ai trouvé plus ou moins pertinents. Et surtout, ce qui est assez étonnant, c'est que donc on voit pas mal de ses potes vedettes à McGowan, mais on voit pas les autres membres des Pogues, et je trouve que c'est un des principaux manques du documentaire quand même. Donc ça revient beaucoup sur la figure de auteur et de compositeur de McGowan, mais il oublie quand même pas mal que dans les Pogues, ils composaient tous, quoi, et que c'est pas forcément celui qui a le plus, c'est celui qui a le plus composé dans les Pogues, mais ils ont tous écrit à la base. Ils devaient même pas être le chanteur du groupe. En tant qu'interprète, ils ont à part le bassiste Daryl Hunt, ils ont tous chanté à un moment donné dans le groupe. Celui qui devait être à la base le chanteur, c'était le joueur de Sin Whistle, Spider Stacy, qui devait être
le chanteur principal, sauf qu'il ne le voulait pas parce qu'il se sentait un peu trop timide pour le faire, et donc c'est McGowan qui a dû prendre le pas. Mais il y a, je trouve, tout ce côté du collectif des Pogs qui est quand même très important et qui est justement un peu passé à l'as. Et je trouve que c'est un peu dommage justement de voir un peu la fusion du groupe, parce que s'il fonctionnait aussi bien, c'est qu'à la fois c'était tous des putains de musiciens, que comme quand McGowan était un peu trop crevé, on va dire, pour être bon sur scène, ils devaient tous relever le niveau pour être au top. C'est ce qu'il faisait, ouais. Et quand McGowan était bon, tout le monde devait se remettre à son niveau de génie, quoi. Et ce qui fait que le groupe en live a toujours été mortel. Et sur album, c'est pareil, c'est incroyable, quoi. Malgré tous les différents prods qu'ils ont pu avoir, que ce soit ce Fat Fuck de Costello sur leur deuxième album, The Ram, Sodomy and the Lash, ou après les 2 albums qu'ils ont fait avec Steve Lillywhite, If I Should Fall from Grace with God, et puis Peace and Love, ou bien Strummers sur leur 5e album, Hell's Ditch, justement. Ils devaient tous être justement au même niveau d'excellence pour pouvoir faire des purs trucs, et donc de reprendre la tradition de la musique folk d'Irlande, mêlée avec du punk, avec une énergie comme on en voyait peu. Et je voulais y venir, parce que moi, commencer à être un peu charrette, sur toute la dimension de la politique, justement, et ces rapports, on va dire, pour le moins ambigus et parfois un peu compliqués qu'ils ont entretenus avec l'IRA, notamment. Il y a une de leurs chansons qui avait été bannie par la BBC qui s'appelle The Birmingham Six, donc qui était sur 6 poseurs de bombes qui avaient fait péter des trucs en Angleterre. Et bon, c'était la mode, hein, c'était mais qui est un peu d'ailleurs, normal. il me semble, le sujet. C'est pas eux qui sont le sujet de. Non, c'est d'autres gars qui sont le sujet de Au nom du père. Oui, mais c'est une autre affaire, mais similaire. Mais c'est un peu similaire. Similaire. Et justement, McGowan avait pris leur défense et avait écrit une chanson qui est magnifique, qui avait été bannie en Angleterre, mais qui avait largement contribué justement à les faire libérer. Et c'était ce caractère-là de la défense de la culture de l'Irlande qui passe aussi par, mine de rien, un combat culturel par la musique, mais peut-être aussi parfois, si c'est nécessaire, par la lutte armée. C'est quelque chose de très important qu'on a un peu tendance à oublier et je trouve à trop minimiser. Et surtout qu'on a du mal à comprendre en France. Ouais. Parce que parce qu'on n'a pas de groupe qu'on fait du action direct. À mon avis, tu peux pas comprendre le mouvement républicain en Irlande si tu acceptes pas l'idée qu'il y a toujours eu une branche politique et une branche armée. Et que ça, c'est un truc qui naît avec la République d'Irlande. Enfin, c'est un truc qui naît, voilà, et que un peu comme pour l'ETA justement, où ils ont eu les deux. Et ils ont beaucoup de groupes de punk qui étaient plus ou moins affiliés avec l'ETA. Voilà, et culturellement, culturellement, cette idée du militantisme armé, c'est quelque chose qui est alors qu'il y avait en plus une part de romantisme, hein, comme souvent dans ce genre de cas-là, quoi, mais qui est hyper inscrite. Tu vois, quand Shane McGowan raconte que sous la ferme familiale, il y a les corps de soldats anglais qui ont été pris dans une embuscade, enfin, tu vois, ça te. Ou dans les dunes, il y avait les cadavres des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts pendant la famine. Enfin, tu vois, t'as quand même cette idée qui est très difficile à comprendre en France, parce qu'en France, et puis même qui est très difficile à comprendre, je trouve, aujourd'hui, parce que aujourd'hui, notre vision du terrorisme est une vision qui est qui est forcément considérée comme une agression en fait vis-à-vis d'un modèle de société qui est surtout alors que là, dépolitisé. Voilà, et surtout qui est dépolitisé, c'est-à-dire qui est pas lié notamment au marxisme ou à des choses comme ça, ou à certaines formes de nationalisme comme ça peut être le cas en Irlande. Mais c'est vrai que je pense que c'est un truc qui est encore aujourd'hui très difficile à comprendre pour un Français, quoi. Tu vois, on a eu des trucs comme ça, effectivement, avec les Basques, avec les Corses, avec les Bretons, mais ça n'a jamais eu cette importance au sein de la population. Enfin, peut-être plus en Corse, au Pays Basque, mais en Bretagne, par exemple, ça n'a jamais tant que ça. Il y a eu un mouvement musical en Bretagne qui était plus ou moins lié, mais de toute façon. Mais ça n'a jamais été aussi fort, quoi. Mais les actions à pas faire péter des antennes relais, ça n'a jamais été. Mais c'est pareil en Écosse et c'est pareil au Pays de Galles. Hein, c'est pas aussi fort qu'en Irlande, mais c'est aussi parce que la République d'Irlande c'est un pays indépendant. Oui. Et puis c'est une île, donc de toute façon tout de suite c'est plus isolé. Donc la culturation britannique, elle a pas disparu, mais elle est beaucoup. Voilà, je veux dire, elle a été quand même pas mal battue en brèche après l'instauration de la République, quoi. Et c'est vrai que ce côté politique, et la musique irlandaise d'ailleurs est une musique, c'est-à-dire que quand tu écoutes même des groupes plutôt de fêtes comme les Dubliners ou les trucs comme ça, je veux dire des chansons politiques, ouais, il y a une tradition comme du chant politique qui est très très forte, quoi, les Chieftains, avec Cam Cancy, tout ça, qui justement avait plutôt l'image de vieux en pull chalitueux qui jouent de la guitare au coin du feu en fumant la pipe, mais qui participent quand même de la même tradition musicale et de la même volonté politique. Ce qui d'ailleurs explique que la musique irlandaise, par exemple en Bretagne, a été très appréciée.
apprécié dans les années 70, et que tu as des mecs comme Gilles Servat, c'est clair qu'ils sont carrément influencés là-dessus quand ils font certaines chansons beaucoup plus politiques. Ils portaient même plus le chalutier, ils ont la même barbe. Mais encore une fois, on retombe pour moi dans l'idée de la folk, de la folk américaine, l'idée que la musique populaire, je veux dire, au bout d'un moment, je veux dire, se doit de devenir une musique politique parce qu'elle est une musique comme le blues, enfin, je veux dire, qui raconte les conditions de travail, qui raconte la difficulté d'être pauvre, et qu'au bout d'un moment, tu es obligé de passer à l'étape supérieure qui est la revendication politique. Et que tu as tous les chants de grévistes, tu as toute cette tradition-là aussi, les chants de grévistes, je veux dire, les chansons de travail, enfin voilà, et c'est une tradition qui remonte évidemment beaucoup plus loin que l'époque de la musique irlandaise, on va dire, du XXe siècle. Où, voilà, c'est un truc beaucoup plus ancien. Pareil, après, voilà, avec les bagnards qu'on importer de la musique d'Écosse et puis d'Angleterre, ça sera la même tradition, ce sera des trucs qui sont très violents contre les colons britanniques, contre l'exploitation, contre... C'est pour ça que les gens qui attendent de la musique que la musique soit sage, c'est comme attendre de la jeunesse que la jeunesse soit sage, quoi. Je veux dire, c'est des gens qui voudraient vivre dans un monde qui n'existera jamais. Je veux dire, le propre de la musique, justement, je veux dire, elle n'est pas uniquement de nous vendre de l'autotune pour nous faire acheter des baskets, quoi. Je veux dire, il y aura toujours une part de la musique qui sera et la danse, c'est ça aussi, quoi. La danse, c'est de la sublimation de colère sociale, politique, personnelle, psychologique. Donc l'époque, pour moi, c'est un vrai groupe politique. Je veux dire, pas simplement en termes de texte, c'est un groupe politique en termes d'énergie musicale, comme les Clash le sont, quoi. Et c'est pour ça que malheureusement en France ça a été beaucoup trop assimilé à ce groupe de merde qui est Soldat Louis, alors que il y a autant de rapports contre l'or et la merde. Pas tout à fait dans la même chose. Non mais Soldat Louis, c'est en France les pauses ont été vus comme ça, alors que Soldat Louis c'est juste un groupe pour des gens qu'on appelle des sacs à merde et puis des amateurs de vin à chier, quoi. C'est pas faire des ennemis du côté de l'Orient, toi. Ouais, ben c'est pas grave, écoute. Non mais c'est vrai que voilà, Soldat Louis, oui, on est dans de la musique dans de la musique de bistrot, ouais, mais c'est ça, sans la chanson paillarde, quoi, du rhum des femmes. Exactement, sans cette dimension-là, quoi. Alors qu'il n'y a pas cette dimension politique non plus, et puis sociale. Non, chez Matata non plus. Il n'y a pas vraiment cette dimension politique. Mais en plus, c'est un truc, pour en finir, parce que pour le coup, on va devoir s'arrêter là, c'est un truc que même quand il aura quitté les Pogs, qu'à la fois, les Pogs vont continuer à faire et que même dans les quelques chansons qu'il aura écrites après, avec les Pops, qui est son groupe d'après à McGowan, où il a fait 2 albums, où il va quand même creuser le même terreau en termes musical et en termes de discours, en termes de poésie, en termes d'écriture et en termes de vraie volonté, dire, de faire des personnages, enfin d'écrire des personnages qui vont s'ancrer dans un quotidien qui est extrêmement rude, extrêmement fort, et puis dans un inconscient collectif. Ouais, c'est ça. Oui, parce que maintenant il y a quand même plein de chansons, notamment leur chanson de Noël qui est Fairy Tale of New York, est devenu un des plus grands tubes des classiques de Noël, on va dire maintenant, tous les ans. Des Irlandais à Noël à Boston, et qui est toujours censuré par la BBC maintenant à cause de quelques termes comme faggot, tout ça. Bon, bref. Bon, on va s'arrêter là. J'aurais pu durer une petite heure. Comme le documentaire, tu aurais pu faire une petite demi-heure de plus. J'aurais pu faire un peu plus. Donc, c'est le documentaire sur Shane McGowan. J'ai pas raconté la moitié des trucs que j'avais prévus. Donc, A Crock of Gold, A Few Rounds with Shane McGowan de Julian Temple. On va s'arrêter là. On va passer au coup de cœur. Carrément fleuré. Alors moi on va complètement changer de registre parce qu'on va partir en Allemagne dans les années 20. Quelle belle période aussi. Excellente période, donc avec un des films préférés de Adolf Hitler c'est toujours bien présenter les choses comme ça. et de Joseph Goebbels, c'est bien entendu les Nibelungen de Fritz Lang et Thea von Harbou. Écrit par Thea von Harbou, un film une fresque mythologique absolument exceptionnelle, effets spéciaux incroyables et surtout une telle évidence dans la mise en scène de Fritz Lang qui me fait poser la question est-ce que je serais pas un peu nazi? Alors oui, déjà. Et le cinéma, c'est mieux quand c'est beau. Autre question qui avait déjà été posée par Jean-Baptiste Toré au cours d'une émission pendant les travaux Le Cinéma Reste Ouvert. Et si Fritz Lang n'était-il pas le plus grand? Pour moi, en tout cas, c'est un des plus grands. Moi, j'ai jamais été déçu par Fritz Lang. Dr. Erwan. Alors moi, ça sera pas du tout Fritz Lang, ça sera beaucoup moins prestigieux, mais néanmoins intéressant. Mais anti-nazi. Mais néanmoins intéressant. Et alors, contrairement à toi, effectivement, moi, ça sera du film de Gauchias avec The Intruder de Roger Corman, film de 62 ou 63, si mes souvenirs sont bons, dans lequel notre William Shatner juvénile va dire de la merde à des ploucs racistes dans le sud des États-Unis et va essayer de monter les blancs contre les noirs avec des conséquences évidemment tout à fait dramatique. Donc un vrai film avec un vrai personnage de salaud qui est super intéressant, William Shatner qui joue très très bien, et un des premiers films
on va dire post droit civique, quoi. Enfin, parce que c'est vraiment l'année où sont votés les droits civiques, quoi. Donc c'est un film pile poil. film à la Corman, quoi. Pile poil dans le bon truc d'actualité, pile poil, mais avec un discours humaniste qui sans doute est un peu daté aujourd'hui, enfin en tout cas qui peut paraître un peu daté aujourd'hui, mais par contre avec un William Shatner qui fait des discours que ne renierait pas notre ami Donald. Et là, ça fait un peu froid parce qu'on se rend compte de la filiation qu'il y a entre les fachos dans les années 50, dans les années 60, et puis nos amis, les équivalents d'aujourd'hui. C'est ça qui est bien avec les fachos, ils bougent pas. C'est l'avantage. On sait les reconnaître. On sait tout, voilà. Au bout d'un moment, il y a toujours un juif, il y a toujours un noir, il y a toujours un juif, il y a toujours quelque chose qui va pas. Donc voilà. Non, si, film, c'est un très beau film. Petite série B très bien faite. Alors moi, dans un autre genre, ce sera un film de Alison Anders en 1992 qui s'appelle Gas Food Lodging, donc qui prend 3 femmes, donc une mère et puis ses 2 filles et leur vie dans les trailer parks du Nouveau-Mexique. Très très beau film avec un terme que je vais utiliser mais que je n'aime pas, des beaux portraits de femmes justement, avec des choses qu'on a assez peu l'habitude de voir, non seulement dans le cinéma américain mais dans le cinéma tout court, justement sur la question du corps des femmes et sur comment est-ce qu'elles gèrent, on va dire, leur rapport au corps et à l'amour. On va devoir s'arrêter là parce qu'on est vraiment en charrette. Merci beaucoup à Valentin pour la technique. Merci messieurs. Prochaine émission, prochaine édition, et n'oubliez pas d'écouter les Pogs. Ciao. Salut. Let's get